C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la réunion de concertation des ministres en charge de l'environnement des États membres de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, et du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, en vue de la préparation de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je vous souhaite, au nom du peuple sénégalais, du gouvernement et à mon nom propre, la bienvenue et un agréable séjour à Dakar. Cette réunion ministérielle fait suite au segment des experts sur les changements climatiques et doit permettre de définir une position commune de la sous-région en adéquation avec celle de l'Afrique en vue de l'adoption du nouvel accord sur le climat. Lors de leur 46e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, tenue en décembre 2014, il a été demandé à la Commission de veiller à l'harmonisation des positions des États membres pour la 21e conférence des parties sur les changements climatiques prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Je constate que cette recommandation s'est concrétisée à travers l'organisation de cet atelier et je félicite la Commission pour cet engagement au regard des problématiques majeures que pose le nouvel accord sur le climat pour notre développement actuel et futur. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, l'Afrique figure parmi les continents les plus vulnérables au dérèglement climatique en raison de facteurs multiples, en particulier sa capacité d'adaptation réduite face à la forte variabilité climatique. À l'heure actuelle, quelques 240 millions d'Africains souffrent déjà de la faim. D'ici à 2050, il suffira d'une augmentation de 1,2 à 1,9 degrés Celsius environ pour accroître d'entre 25 et 95% le nombre d'Africains sous-alimentés, soit plus de 95% en Afrique de l'Ouest, notre sous-région. Inondations, désertification au Sahel, érosion des côtes, déficit hydrique, tels sont les maux qui guettent notre continent avec le dérèglement climatique. Le coût pour juguler ces impacts pour les pays africains est estimé entre 7 et 15 milliards de dollars par an. Et si rien n'est fait pour renverser la tendance des émissions de gaz à effet de serre, le programme des Nations Unies pour l'environnement projette cette somme à 50 milliards de dollars par an d'ici 2050. Ainsi, nos attentes sur l'accord sur le climat attendu à la 20e conférence des parties sont grandes. En effet, les États devront être amenés à signer un nouvel instrument juridique universellement contraignant, adossé à la Convention cadre en vertu duquel ils s'engagent tous à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de stabiliser la concentration des gaz dans l'atmosphère en dessous de 2 degrés Celsius, tel que préconisé par le 5e rapport du groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. La nature juridique de l'accord est cruciale et je comprends. La situation des États insulaires, nous avons, nous aussi au Sénégal, nos îles et presqu'îles, et la montée des eaux est une question sérieuse pour tout décideur. Par conséquent, soucieux de ce nouveau défi auquel fait face notre planète et la survie de l'espèce humaine, la conférence des chefs d'État tenue en septembre 2015 à Dakar a affirmé son adhésion à la signature d'un accord universel, ambitieux, juste, équitable et juridiquement contraignant auquel toutes les parties s'engagent et qui est fondé sur les principes de la responsabilité commune mais différenciée. Mesdames, Messieurs, le financement sera l'une des clés de l'accord, soyons-en conscients. Revoir notre trajectoire de développement,
en minimisant les émissions de gaz à effet de serre, requiert des modifications de comportement et de consommation à coût élevé. C'est une dynamique de développement durable et équilibrée où chacun, État, collectivités locales, secteur privé, société civile, doivent s'investir de façon harmonieuse et cohérente pour une optimisation des ressources. Cette nouvelle forme de trajectoire inscrite sous l'accord de Paris, en plus de sauver la planète, doit nous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux champs d'action pour le développement économique. Nous ne devons pas être passifs, nous devons donc agir. En effet, c'est l'ère des nouvelles technologies, des technologies efficientes dans le secteur de l'énergie, de l'utilisation maîtrisée des énergies renouvelables, des technologies pour faire face à la rareté des ressources naturelles. Le cas de la pêche, par exemple, où l'aquaculture devient la forme d'adaptation la plus pertinente pour répondre aux besoins en protéines halieutiques, technologie pour affronter aussi la dynamique marine. Certes, les pays développés, lors de la conférence de Copenhague en 2009, avaient promis de mettre 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 à travers un fonds appelé Fonds vert climat pour aider les pays en développement à passer vers une économie sobre en carbone et résiliente au climat. Ces 100 milliards de dollars promis demeurent insuffisants au regard des besoins énormes des pays en développement qui sont évalués à 500 milliards de dollars environ. Selon l'OCDE, rappelé par le représentant de l'ambassade de France, 62 milliards de dollars ont été récoltés pour 2015 dans l'optique de financer l'adaptation et l'atténuation des pays en développement. Néanmoins, la comptabilité de ces ressources mérite d'être plus de transparence. Actuellement, la disponibilité des ressources dites climatiques s'impose. Ces ressources doivent être nouvelles, additionnelles et accessibles. De telles questions méritent d'être considérées dans cet accord qui se veut durable. Les pays africains, en outre de l'atténuation avec le leadership des pays développés, militent pour que l'adaptation ainsi que son financement soient mieux pris en compte dans cet accord, que la notion de perte et dommage soit inclue dans les négociations, mais également que les moyens de mise en œuvre, à savoir le transfert de savoir-faire et technologies écologiquement rationnelles, le renforcement de capacités et les finances soient accessibles et prévisibles. Je tiens à cet effet à magnifier le travail des experts et négociateurs du groupe africain, présidé par le Soudan, pour leur bataille sans relâche afin de défendre les positions et les besoins de nos États. Nos États africains doivent continuer à peser dans ces négociations, comme cela s'est déjà fait par le passé, au nom des pays de la CEDEAO, de mes homologues et des ministres en charge de l'environnement. Je vous confirme que nous prendrons fortement en considération vos avis techniques. Mesdames, Messieurs, le continent africain est la région qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais c'est aussi la région qui est la plus vulnérable. Par ailleurs, l'Afrique a le plus grand potentiel mondial pour les énergies propres. Selon le rapport de 2015 sur les progrès en Afrique en matière d'énergie, l'Afrique subsaharienne est la région où le taux de couverture des services énergétiques modernes est le plus faible au monde. 2 Africains sur 3, soit environ 621 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. Dans l'espace CEDEAO, 60% de la population n'ont pas accès à l'électricité. 80% utilisent la biomasse traditionnelle comme combustible de cuisson et 21% ont un taux d'accès aux services énergétiques. Au regard de cette grave crise,
les États de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont dotés de 2 politiques en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique et prévoient de générer 2000 MW d'ici 2020 et de parvenir à l'accès universel aux services énergétiques modernes d'ici à 2030. Le potentiel technique et économique en matière de développement des énergies renouvelables reste immense. Les économies possibles sont égales à 30% de la consommation actuelle d'électricité. La part des sources d'énergie renouvelables dans la capacité de production électrique installée augmentera à hauteur de 35% en 2020 et 48% en 2030. Les négociations climatiques en cours représentent donc une opportunité pour accélérer l'accès à l'énergie pour tous via les énergies renouvelables. Distingués invités, je tiens à remercier au nom de tous les États de la CEDEAO, l'Institut de la francophonie pour le développement durable et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour leur appui technique et financier qui ont permis le déroulement de ces 3 jours de rencontre, mais également pour l'accompagnement et l'aide sans relâche qu'ils portent et qu'ils apportent aux pays vulnérables. Mesdames, Messieurs les ministres, les experts et négociateurs des pays ont travaillé durant ces 2 jours passés pour aboutir à des résultats qu'ils vont soumettre à votre appréciation en tant que décideurs. Cette rencontre devra aboutir à une déclaration et des recommandations définissant la position commune des États de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS en vue de la COP21 à Paris et qui sera portée et défendue par vous, par nos chefs d'État de la CEDEAO et de l'Afrique. Elle devra en effet prendre en compte, nous l'avons répété, la nature juridique de l'accord, les contributions prévues déterminées au niveau national, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, le financement, l'atténuation, l'adaptation, les pertes et dommages, la mobilisation des acteurs non étatiques, des élus locaux, les parlementaires, l'Union des conseils économiques, sociaux et environnementaux de l'Afrique. Les pays africains veulent que l'accord respecte le principe des responsabilités communes mais différenciées. Je vous invite donc, chers collègues, chers ministres, à arrêter ensemble sur une position commune, une position qui fédère l'ensemble des partis, une position inclusive et qui reflète les priorités de nos États. Avant de terminer mon propos, je tiens à vous réitérer mon engagement et celui de mes pairs à vous accompagner face à ce nouveau défi. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverts les travaux du haut segment ministériel des États de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS. Je vous remercie de votre aimable écoute.